Bonjour à tous. On va attendre une minute ou deux avant de démarrer cette dernière édition des Mercredis Startup. Bon, alors commençons. C'est la dernière édition des Mercredis Startup qu'on a démarré en pleine pandémie en mars 2020 et qu'on a maintenu au courant de l'année. C'est moi ma dernière édition puisque je quitte l'opération de Bonjour Startup à la fin de cette année. Donc, c'est avec un petit peu un pincement de cœur que je vous annonce ça parce que j'aime beaucoup faire ces rencontres avec d'autres entrepreneurs. L'objectif de ces entretiens, c'est d'inspirer les entrepreneurs en technologie à Montréal justement par le partage d'expériences personnelles. Puis aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir deux entrepreneurs à succès de Montréal. J'ai Philippe Babin, PDG et fondateur d'Eponix, et j'ai Paul Allard, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui lui aussi est cofondateur d'Impact Finance et PDG. Donc, super heureux de commencer cette dernière édition, 9 décembre 2020, pour terminer l'année en beauté. Philippe, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis super content de t'avoir. Bienvenue, Patrick. Merci. Petite correction, cofondateur d'Eponix. Cofondateur. J'ai dit fondateur? Oui, mais c'est pas grave. Tu n'es pas tout seul, hein, c'est ça? Non. On n'est jamais tout seul. Oui, tout à fait. Puis merci de donner du temps, te prêter au jeu, à l'exercice. Tu sais, comme je t'indiquais tout à l'heure, c'est une conversation qu'on souhaite avoir sur ton expérience comme entrepreneur. Ça fait, si j'ai bien compris, un peu plus de 10 ans que tu as démarré cette aventure. Donc, j'aimerais qu'on commence par parler de toi, d'Eponix. Comment c'est né cette entreprise-là? Puis c'était quoi ton flash? Qu'est-ce que tu t'es dit là, que tu allais résoudre comme problématique? Puis, je vais commencer par rendre à César ce qui appartient à César. La compagnie a été fondée en 2012. Puis l'idée d'origine, le départ de tout ça, c'était mon CTO, François, qui était un gars qui travaillait dans fibre optique. Donc, il travaillait avec une belle boîte à Repentigny qui déploie des réseaux de fibre optique. Donc, ils se promènent partout au Québec et dans Montréal, puis ils mettent dans des conduits des rouleaux de fibre optique pour connecter un peu partout d'un endroit à l'autre. Puis à un moment donné, il utilisait certaines technologies. En fait, il a manqué de capacité pour son réseau de fibre optique. Chercher des solutions pour faire passer plus de bits, plus de données dans les réseaux. Trouver une solution, l'ACI, il a dit c'est cool, bang, on va spinner une compagnie. L'idée est venue comme ça d'une application live qui s'est faite en 2012 avec François. Puis la balle est partie. Au début, il a parti ça, il m'a appelé, il dit Philippe, j'ai une idée géniale, j'aimerais ça que tu viennes m'aider à vendre ça. Toi, tu connais ça, la vente, puis le développement des affaires, de la technologie. Viens là avec nous là. Fait que je suis embarqué tranquillement avec François pour revendre ces solutions-là qu'on avait trouvées en Corée. Puis de bout en train, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité. On s'est rendu compte que les clients, ils aimaient le genre de produit qu'on faisait, les opérateurs de centre de données, mais il manquait quelque chose de fondamental. Puis en 2014, 2013, on a trouvé par hasard une belle technologie qui venait des universités.
Puis là, tout d'un coup, on a décidé qu'on serait des concepteurs de chips, de circuits de semi-conducteurs. Alors, on a embarqué dans ce procédé-là en travaillant avec des universitaires. On a fait rouler la boule de fil en aiguille avec cette technologie-là dans des labos à l'université. Après ça, aussi du MI à Bromont. Puis là, ben, récemment, on est sur le bord de lancer le premier produit commercial de cette longue aventure qu'on a démarrée à ce moment-là. Ça prend quand même de la patience, hein, de développer de la tech comme ça. Là, c'est C'est pas là-dedans que j'avais embarqué. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas ça que j'avais en tête. C'est pas ça qu'on avait en tête. C'est pas un modèle typique. Des fois, je dis au monde, faites pas ça. Je dis aux entrepreneurs qui viennent me voir, c'est pas nécessairement le meilleur chemin. Mais on s'est rendu compte qu'on avait dans les doigts une technologie extraordinaire. On s'est dit, oh boy, là, on avait quelque chose, cette invention-là. On s'est dit, la photonique sur silicium, de combiner les semi-conducteurs avec la lumière dedans pour avoir des nouveaux types de puces, on savait que c'est quelque chose de gros. C'est l'Internet. Pourquoi tu savais que c'était quelque chose de gros? Ben, écoute, tu sais, il y a une petite lumière qui s'allume. Moi, je suis un gars de télécom. Ça fait 25 ans et plus que je traîne en télécom, que je connais ce monde-là. Des lignes téléphoniques au début à fibre optique. C'est mon monde. Puis, on a vu le niveau d'innovation qui était vraiment, oh boy, OK, il y a du brevet, il y avait de l'API, il y avait du développement, il y avait des PhD, il y avait un marché phénoménal. Je veux dire, la quantité de données qui circulent sur l'Internet, la 5G, etc., la demande est fulgurante, les besoins sont gigantesques. Alors, on a dit, wow, on a vraiment une technologie qui est porteuse sur une longue distance, une longue durée de temps, beaucoup de produits, beaucoup de marchés. On se dit, wow, on a définitivement quelque chose d'intérêt à ce moment-là. C'est qui ton marché? C'est qui tes clients? Bien, nos clients, les premiers clients, c'est les télécoms. Donc, c'est qui les télécoms? C'est les opérateurs des opérateurs de réseau. Les Bell Canada, les TELUS, les Verizon, les AT&T de ce monde. Tous les gens qui se promènent avec des fibres optiques pour fournir les données, que ce soit par le réseau sans fil à vos cellulaires ou connecté à la maison. Ces opérateurs-là, ils ont une architecture de fibre optique. Donc, ultimement, ça, c'est nos premiers clients. On a aussi dans notre roadmap d'aller à l'intérieur des centres de données également pour aider à augmenter la capacité. Mais aujourd'hui, là, nos clients, c'est des opérateurs de télécom. Puis, tu vends où? Canada, US, à travers le monde? Les premiers clients qu'on a, c'est aux États-Unis. Donc, on commence par là. C'est là qu'il y a un plus gros marché, un besoin. Dans notre plan d'affaires, on travaille avec des équipementiers. Donc, dans les équipementiers, on en connaît. Je vais donner des noms. Je ne dis pas que c'est mes clients, mais on connaît Nokia, on connaît Ericsson, on connaît Cisco, on connaît Huawei, qui fait beaucoup la tribune. Ça, c'est des équipementiers qui vont voir les Bell Canada de ce monde et disent, voici ton infrastructure de télécom. Donc, nous, on travaille avec des équipementiers américains pour amener notre technologie, nos puces, dans des modules optiques à ces opérateurs de télécom. Puis ça doit être, quand j'entends opérateur de télécom, tu sais, j'en ai fait de la vente pas mal. Il y a des cycles de vente qui sont courts. Il y en a qui sont moyennement longs. Il y en a qui sont très longs, je pense aux administrations publiques. Je situe, moi, les opérateurs plus longs que courts. Comment tu vis avec ça? Puis, vendre aux États-Unis, ça ne doit pas être évident non plus. Ça prend des joueurs qui, dans ton équipe, as-tu des vendeurs aux États-Unis qui t'aident? Comment tu gères ça? Ben écoute, on n'est pas une grosse boîte, fait que le vendeur, il est sur ton écran présentement. C'est moi. Je veux dire, ça fait quand même des années que je fais ça. J'ai toujours grandi puis vécu dans le monde de la télécom. Fait que j'ai travaillé pendant des années avec les équipementiers et les opérateurs. Et tu as totalement raison. Une fois, je parlais avec quelqu'un chez AT&T. Puis il dit, nous, on ne change pas d'infrastructure souvent. Nos sous-vêtements, on les change une fois aux 5 ans. Fait que effectivement, c'est des longs cycles dans le domaine des télécoms. C'est pour ça que nous, on a commencé dès le début, quand on a commencé à travailler sur la technologie, tout de suite, on a commencé à travailler avec les équipementiers et les opérateurs pour dire, hey,
C'est intéressant pour toi? C'est-tu ça que tu as besoin? Ça te règle-tu vraiment un problème? Non, OK. Fait qu'ils ont comme réorienté, on a ajusté notre développement de technologie. En même temps qu'on avait le feedback. À un moment donné, on a eu assez de démonstrateurs puis de crédibilité pour dire, ben regarde, ton besoin que tu as, voici comment on peut le combler, puis bâtir de la crédibilité, travailler avec eux, faire le financement en parallèle, aller chercher des clients à un moment donné, faire marcher tout ça, puis d'arriver au stade où on est aujourd'hui avec, sur le bord on est sur le bord d'entrer dans les phases de qualification, début de production, début de l'année 2022. Donc, pour nous, l'année prochaine, c'est une année charnière. C'est l'année de qualification. C'est, regarde, je te montre, je le fais dans le labo, puis ensuite, pour pouvoir être déployé. Donc, oui, c'est des longs cycles. C'est pas aussi pire que dans le domaine médical. Tu as le médical, l'aéronautique, le télécom, puis là, ensuite, tu as du commercial, tu as du courant. On est dans du long haleine. C'est long à travailler, mais une fois que tu es là, c'est des produits qui vont avoir des durées de vie quand même intéressantes. C'est ça. Là, tu as une durée de vie de 10 ans et plus. Là, exactement. Right? L'infra est là pour 5, 10, 15 ans facile. On change nos téléphones à tous les 2 ans, tous les ans, mais l'opérateur, lui, c'est du long terme qui est planifié. Puis, moi, j'aurais peut-être manqué de patience avec des cycles aussi longs. Comment tu vis ça, toi, comme développeur? Je veux dire, tu n'as pas trouvé ça long jusqu'à date? Comment tu vis? Oui, non, moi, c'est ma mort. Ça a demandé une foi assez extraordinaire. J'ai été dans le secteur depuis longtemps. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Je connais les cycles. Je me rappelle avoir à un moment donné... Surprise pour toi, là. Ah non. Je me rappelle, on développait le moyen n'a rien comme marché. Fait que là, on s'était dit, on s'était donné un plan. Ça a pris 5 ans. Mais après 5 ans, c'était devenu quelque chose de vraiment extraordinaire. Fait une fois que tu commences à récolter, c'est très enrichissant. Puis, ce qui me motive aussi, puis qui me permet, c'est que c'est hautement technologique. Donc, moi, quand je me lève le matin, après avoir pris mon café, je suis garanti d'une affaire, c'est que j'apprends beaucoup de choses. Donc, c'est excessivement dynamique, technologie de pointe, enrichissant. Fait que ça fait grandir. Ça aide à avoir la patience dans un grand projet comme ça. Puis il y a ta patience à toi, mais ensuite, il y a celle de tes investisseurs. Fait que moi, Celle-là est plus courte. Mais je me dois ces bobos, là. Je veux dire, il y a des... Comment tu as dealé avec tes investisseurs puis aller chercher le financement? Quand on a travaillé sur notre pool d'investisseurs, on a essayé d'être clair dès le début. Exemple, mettons quelqu'un qui fait de l'investissement dans le clean tech. Les gens dans le clean tech, là, c'est des longs, tu le sais, là, tu es rendu dans cet environnement-là, c'est des longs cycles. C'est des cycles d'adoption. Ouais. C'est souvent des gros investissements en capital. Donc, les gens s'attendent à ce que ce gros investissement-là en capital prenne du temps. Quand Intel, ils ont développé leur photonique sur silicium, similaire à ce qu'on fait pour d'autres applications, c'est un processus de 12 ans. Aujourd'hui, ils livrent des centaines de millions de dollars et ils s'en vont tranquillement vers le milliard de dollars de revenus. Donc, les gens ont dit, ah, OK, ça peut marcher, c'est long, mais tu as en avant de toi un grand marché. Donc, ils disent, OK, on fait l'investissement, on va être patient, mais on sait qu'en quelque part, normalement, tu devras avoir un gros potentiel commercial en bout de ligne. Donc, c'est ça qui les motive, le potentiel commercial-là. Puis il faut que tu ailles chercher du capital patient. Tu as un gros marché, mais il va être long à atteindre. C'est qui est rentré au début dans ton seed round? Écoute, dans mon seed round, au début, on a eu la chance d'avoir, d'une part, des anges extraordinaires. Donc, quand on a démarré Hypanix, il y avait 3 personnes. Il y avait mon CTO, je l'appelle mon savant fou, sachant très bien qu'il va écouter présentement. Il y a une personne avec les moyens, qui était l'autre François, qui est propriétaire de groupe Teltec, qui est lui qui a cru à la patente et qui a mis les billes initiales. Puis il y avait moi qui était, m'inquiétant à peine. Fait que le trio, c'était ça de démarrage. Fait qu'on avait François, le tessier, au début, qui a mis des sous. Puis ensuite, on a eu la chance de trouver un mélange d'anges qui ont embarqué avec un peu de chance et
mais aussi des fonds VC spécialisés dans le seed. Donc, on est arrivé en même temps que EcoFuel, que tu connais encore une fois, le fonds EcoFuel. On a participé à l'époque dans le programme EcoFuel. Ils nous avaient connus. Quand ils ont lancé le fonds, c'était comme le match, il était là. On est parti en ronde de financement en même temps que le fonds Innovexport était créé. Donc, tout ça, c'est comme amalgamé. Puis on a réussi à fermer un seed qui est public, puis on l'a annoncé. Donc, on était chercher à ce moment-là un seed de 3 millions avec ces gens-là autour de la table qui nous a permis de lancer la machine, de commencer à sortir des fabs universitaires, d'aller dans des infrastructures plus sophistiquées, commencer à engager un peu de monde, se diriger vers signer le premier client et faire tourner la patente. Comment tu... Puis je suis vraiment content, là, puis un seed round de 3 millions, c'est quand même pas rien. Ça te donne une idée de la taille, de la perspective sur ton marché à venir. Fait que, puis là, après ça, ça va être les premières ventes, l'expansion. Je sais que tu m'as raconté l'autre jour que tu es allé, tu as passé un programme Semi Catalyst à San Francisco. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Comment? Écoute, dans le making of, là, dans notre historique, plein d'événements se sont enchaînés quelque part. Puis une des raisons qu'on a réussi à fermer le seed round qui nous a aidés, c'est qu'effectivement, on a été choisi par Silicon Catalyst, genre comme 6 mois avant. Silicon Catalyst, c'est un accélérateur d'entreprise qui est exclusivement focusé sur les semi-conducteurs. Ils sont basés dans Silicon Valley. C'est un accélérateur qui a été démarré par plein d'entrepreneurs, d'anciens entrepreneurs puis de cerveaux autour des semi-conducteurs qui ont démarré ça. On était, nous, à ce moment-là, la 3e entreprise acceptée dans le programme. On était la première entreprise hors États-Unis qui a été acceptée dans le programme. Quand on a embarqué dans cet accélérateur-là, qui a un cycle de 2 ans, les choses se sont mises à circuler. Parce qu'avec eux, ce à quoi ils nous donnaient accès. Les réseaux, leur réseau à eux. Le réseau des gens de semi-conducteurs. Je fais ma présentation, le jour 1, c'est un screening event. Qui c'est qu'il y a dans la salle? Le VP Merger and Acquisition de Menalux. Il est dans la salle, il est là depuis ce temps-là, on se parle, il a été mon advisor, je le connais. J'ai rencontré les gens de plusieurs groupes. On allait là, dans la salle, il y avait Intel, Texas Instruments, Mellanox, maintenant Nvidia. Tous ces joueurs-là étaient autour de la table. Donc, l'environnement. Deuxièmement, il y a une espèce de modèle qui offre des in-kind, des services. Donc, il offrait accès à des logiciels gratuits. Développer des chips, ça prend des logiciels assez spécialisés qui coûtent cher. Ah oui, oui. Des rondes de fabrication dans des fonderies. Toutes sortes de logiciels, de services. Maintenant, leur portfolio il est vraiment large. Ils ont comme 40 partenaires qui viennent t'aider, non pas à mettre de l'argent en dessus, mais à enlever tes dépenses. Donc, tu es capable d'aller plus loin avec l'argent que tu as levé, accès à l'écosystème, accès à certains clients, comme moi, plus télécom, j'avais déjà mon chemin, mais ils ont aidé à aller chercher. Mais ça a donné toute une crédibilité. Ça a donné OK, attends un peu. Il y a un stamp Silicon Catalyst là-dessus. Fait que ça avait rassuré les investisseurs dans le seed. Puis ensuite, on a formé une série A. Donc, les gens se sont dit, OK, eux autres, là, ils sont bien alignés. On a fait Silicon Catalyst, on a fait EcoFuel, on a fait Stantec. Donc, on a fait plusieurs accélérateurs pour maintenir au plus bas possible nos dépenses au début, puis sachant que, OK, on rentre du financement, on réduit sur les dépenses parce qu'on sait que c'est un long chemin, c'est un gros investissement. L'autre élément clé, c'est le non-dilutif. Je veux dire, sans le support du CRSNG, pour les collaborations avec l'université, le CNRC, SDTC, sans ces subventions-là qu'on a été chercher, plus l'INCAIM, on n'aurait pas réussi à se rendre où on est présentement. C'est vraiment ça le montage. L'équilibre que vous avez trouvé. Ouais. Je veux dire, moi, je vais être honnête, Patrick, là, ce qu'on a fait là, je ne trippe pas entre guillemets. Moi, là, j'aime beaucoup quand je vois un entrepreneur qui est capable de dire je vais bootstrapper, je vais aller me chercher un contrat,
je vais être capable d'aller chercher juste un petit peu de sous ou d'argent pour bâtir mon histoire. Tu sais. 3 gars dans le cave, on développe une application, on passe à du succès. Je respecte tellement ça. Le chemin qu'on a pris de dire je vais y aller en capital, c'est un chemin qui est plus dur à faire. C'est un chemin qui est traditionnel, puis c'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts. Tu sais. Alors, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis fier, j'ai levé du capital. Oui, on a levé du capital, mais tellement le cœur puis le respect pour l'entrepreneur qui dit, je vais le bâtir. En contrepartie, ce n'est pas un projet que tu peux bootstrapper. Tu ne peux pas dire j'ai besoin de 30 millions pour développer un produit, puis je vais le bootstrapper. Ça ne se peut pas. Non, il y a des projets qui se bootstrappent plus facilement parce que les cycles de vente sont plus courts. C'est plus facile d'aller chercher de la clientèle. C'est plus difficile de créer des barrières à l'entrée, par exemple, fait que la compétition rentre plus vite. Fait que c'est pas tous les projets porteurs qui sont autofinançables au début. Là. Fait que, je pense que ça dépend de ton industrie, ça dépend de ton modèle d'affaires, ça dépend d'un paquet de choses. Fait que, puis il y a plein de belles business qui ont été bootstrappés, il y a plein de belles business qui ont eu du financement dès le début. Fait que, il n'y a pas de pattern. C'est sûr que comme entrepreneur, ton meilleur financement, c'est l'autofinancement. C'est le meilleur. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir avoir un modèle qui s'autofinance là, facilement. Tu es dans un marché assez tech, assez niché. C'est pas tout le monde qui comprend cet univers-là là, des micro-commutateurs optiques. J'ai de la misère à le dire moi-même. Il a fallu que je le lise plusieurs fois. La commutation optique dans le nuage. Mais tu sais, comment tu vois l'évolution de ce secteur-là qui allume depuis 10 ans? C'est quoi? Dans l'industrie, le jargon, les gens vont dire c'est la photonique sur silicium. Grosso modo, c'est les circuits intégrés de photonique. C'est le concept de base qui vient de la chose suivante. Dans le domaine des semi-conducteurs, là, ça fait longtemps qu'on voit des processeurs qui augmentent de capacité, que ça doublait de capacité à chaque année avec la théorie de Morse. Ouais. Bien, ça atteint la limite. Le semi-conducteur traditionnel, là, il atteint les performances maximales. Les nouveaux processeurs qui sont bâtis, c'est plus 2 fois la capacité en jeu sur les architectures. Donc, il y a un mouvement de fond qui se fait on travaille avec des électrons, on travaille avec des photons puis de la lumière. Donc, le secteur, c'est la photonique sur silicium. Le nombre d'applications, il est extraordinaire. Puis je vais donner plein d'exemples. Moi, je t'ai parlé de la communication par fibre optique. Bon, on sait à peu près c'est quoi. Il y a de la fibre, la lumière passe dedans. C'est rendu qu'on est tous familiers avec un smartphone puis un ordinateur qui détecte notre visage. Okay? Donc, ça, c'est des applications de la photonique où, en quelque part, il y a des détecteurs ces détecteurs-là, c'est basé à base de laser puis de récepteurs qui sont capables de scanner, de prendre l'image. Bien, ça, on va les voir, on voit la même chose dans les véhicules qui se conduisent autoconduits, les voitures autonomes. Donc, quand on parle de LiDAR, l'utilisation du laser dans des applications de déplacement ou autre, là, il y a toute une famille là-dedans. Donc, dans la photonique sur silicium, il y a plein de volets. Nous, on s'est attaché au télécom. Il y a le volet à les ordinateurs à l'intérieur d'un centre de données. Il y a les LiDAR que je t'ai parlé. Ouais. Il y a tout un monde de sensors optiques pour toutes sortes d'applications et quelque chose qui est vraiment hot, qu'on commence à entendre parler avec l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui touche les ordinateurs quantiques, les ordinateurs morphoneurologiques, je pense en français le mot exact, tout ce qui est l'ordinateur optique. Donc, le futur, où c'est qu'on s'en va, la prochaine génération de Big Brother, de supercomputer, je vais casser ton mot de passe en 3 secondes. Ben, elle s'en vient. C'est quantique. Et c'est une réalité qui s'en vient, qui est vraiment fascinante. Quand on regarde ce monde-là, c'est incroyable. Et il ouvre toutes sortes d'applications. Je te donne un exemple. On dérape des Ponyx. Il y a des gens aujourd'hui, Patrick, leur métier dans la vie, c'est d'enregistrer tout ce qui se passe sur Internet. Donc, ils storent dans des bases de données toutes les transactions, puis on enregistre l'Internet. Pourquoi?
Parce que dans 5, 10 ans, quand quantum computing est disponible, on va chercher des enregistrements, on décode ça, puis on est capable de tout décrypter. Donc, les meilleures méthodes d'encryption aujourd'hui avec le quantum, ils vont être dépassées. Alors, les gens aujourd'hui se disent, oh, est-ce que je pourrais trouver des façons de mieux encrypter en utilisant des applications de quantique pour avoir un petit encodeur que je vais au moins mettre pour d'ici le jour où peut-être j'ai accès à un ordinateur quantique. Non. Tout le monde, la photonique sur silicium, c'est absolument fantastique. Mais je te dirais que l'ultime de toutes ces technologies-là, là, on va le voir avec l'évolution de l'AI puis du quantum et de ce monde-là. Et d'ailleurs, il y a des applications en quantum qui sont disponibles. Là. Il y a des gens qui commencent à développer sur des applications financières ou autres en se basant sur des ordinateurs quantiques. Donc, le monde de la photonique sur silicium, nous, quand on a fait notre plan d'affaires, on a dit on va y aller là où on le connaît, là où il y a un besoin. Fait que d'un matin, bien, on va travailler dans le télécom. Tranquillement, bien, on va aller vers les centres de données. Puis ensuite, on peut ouvrir encore plus la technologie. L'avantage pour nous, c'est qu'on n'a pas juste développé un chip. On a développé une façon de faire des chips, une recette pour faire des chips, donc une espèce de machine à saucisses qui va nous permettre d'évoluer dans le temps. Puis, ouais, c'est fascinant. Tu ouvres la perspective sur un univers beaucoup plus vaste que juste la mise en application au télécom. On pense aux débouchés dans le secteur des ordinateurs quantiques. Qui va être énorme probablement dans les 10 à 10 J'ai une autre application pour toi ans, qu'on a entendu parler et qui a été connue. Dans certaines compagnies, avec la COVID, il y a des gens qui ont développé des capteurs rapides au niveau de la COVID. Mais il y a une famille de gens qui ont développé des produits à base de photonique sur silicium. Donc, grosso modo, ils bâtissent un petit circuit intégré avec un laser et un décapteur intégré. Ils mettent ça d'un bidule. Le bidule fait l'analyse en quelque part de l'échantillon, détecte la réponse spectrale spécifique de ce virus-là ou d'une enzyme ou peu importe, je ne suis pas un expert là-dedans, mais une des outils qui a été utilisé dans le cadre de la COVID, de la détection rapide, était basé sur des capteurs et détecteurs avec la photonique sur silicium. Oui, c'est super. Il nous reste 1 minute. Philippe, dernière question pour toi. C'est ta perspective d'avenir pour Eponix. Est-ce que tu souhaites avoir une business de plusieurs milliers de personnes, siège social à Montréal? C'est quoi ta perspective? Il y a deux volets. Il y a le volet des investisseurs. Les autres rêvent à l'exit. Ils ne veulent pas, quand tu as une technologie comme ça, tu sais très bien que les gros joueurs te regardent puis vont dire « Wow, c'est intéressant ». Nous, ce qu'on a bâti, une entreprise, un plan d'affaires, une pérennité. Donc, flip for a flop. C'est quoi? Plan for a flip is a flop. Donc, on planifie une business à long terme. Moi, j'ai longtemps rêvé un IPO dans ma carrière. Là, dans les dernières années, je me suis dit, ça n'existe plus, ça, des IPO, ça ne se fait plus. Mais ça se fait encore. C'est une partie de mon cerveau qui dit, hey, j'ai fait un IPO dans ma carrière, j'aimerais ça en tabarouette. L'autre partie qui dit, mais à quelque part, si on veut scaler dans les autres secteurs, on va avoir besoin d'un partenaire à quelque part. Absolument, absolument. Bien, Philippe, time's up, 2h30. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Je te souhaite énormément de succès avec Eponix pour la suite, puis on va suivre. Salut. Alors, j'accueille maintenant mon dernier invité de l'année, Paul Allard. On vient de recevoir un message d'alerte sur nos cellulaires. Bien, parce qu'on va se parler, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Comment tu vas, Paul? Merci de te joindre à nous. Dernier invité de l'année 2020. Merci encore. Bon, je ne te ferai pas honte, Pat. Ah non, je suis convaincu qu'on va avoir du fun. 30 minutes, ça risque d'être trop court. Donc, je vous présente Paul Allard, cofondateur et PDG d'Impact Finance. Je sais que tu donnes un autre titre dans Impact Finance, mais... Chief Ecosystem Officer. C'est ça, voilà. Je n'étais pas loin, là, mais je t'ai laissé le présenter. Paul est, full disclosure, Paul est un ami de presque
un peu plus de 20 ans, je dirais. Plus de J'ai 20 ans. commencé dans sa première business en tech qui s'appelait ZAC. Puis Paul, ça fait 25 ans qu'il est en business en techno. Entrepreneur à Montréal, de Montréal. Super content de t'avoir avec nous. Tu as une expérience vaste en entrepreneuriat. Et aussi, comme tu as eu un passé d'artiste, ce qui fait de toi un entrepreneur animé, enthousiaste, inspirant. Je me souviens de t'avoir vu dans une salle comble. Je pense que c'était une conférence assez straight, assez conservatrice. Là. C'était le Cercle canadien, une affaire de même. Le Cercle canadien, oui, c'est ça. Le Cercle canadien au Palais des Congrès, salle comble, tu es sorti avec ton piano. C'était extraordinaire. J'avais adoré ce moment de voir tous ces gens en cravate écouter un PDG d'une start-up en tech en 2000 jouer du piano pour commencer sa conférence. C'était exquis. Alors, il y a quelques années, alors que moi, je démarrais avec d'autres fondateurs, Théo Taxi, toi, tu démarrais Impact Finance. Et avec une ambition d'œuvrer dans un secteur porteur d'avenir, la finance à impact. Parle-nous de ce projet-là qui est fascinant. Ça fait 6 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans. 5 ans on a lancé l'idée en 2016. On a commencé les opérations début janvier 2017. Ça fait 4 ans exactement d'opération. Puis l'année d'avant, le projet est en gestation. C'est ça. Equity crowdfunding, etc. Oui. Ben d'abord, tu te souviens, effectivement, j'ai fait, dans ma carrière, j'ai fait plusieurs transactions, going public transaction. La première étant ZAC. Tu te souviens, via une transaction inversée, un reverse takeover. Oui. On s'est coté en bourse. Puis moi, j'ai une formation après ça en finance, un MBA en finance, et c'est là que j'ai eu la première wake-up call à l'époque où je me suis aperçu que ce qu'on apprend à l'école puis ce qui se fait dans les tranchées, ça n'a rien à voir. Et c'est là que j'ai appris des concepts qui sont absolument incroyablement non productifs dans le monde de la finance et qui sont légaux. Par exemple, le short selling, c'est-à-dire de vendre des choses que tu n'as pas. C'est comme si j'arrivais sur une rue, puis je vends toutes les maisons, même s'ils ne m'appartiennent pas, pour faire tomber le prix, puis un an plus tard, je peux les racheter à pas cher, puis je fais la différence. Ça s'appelle du short selling. C'est légal. Les CDO. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la chose financière, à l'économie financière dans laquelle on est, et plus largement à la philosophie, la sociologie autour de tout ce qui est la création monétaire, les rôles des banques à charte, le rôle des banques centrales, le rôle. Et c'est là que je me suis, tranquillement, j'ai lu autant du Piketty que du John Stiglitz, etc. Depuis ce temps-là, bien décortiquer l'économie financière. Et c'est là que j'ai pris une première prise de conscience, puis ça a pris 20 ans, 15 ans, avant de m'apercevoir qu'aujourd'hui, il fallait faire quelque chose. Puis je pense que la finance, en fait, le dogme dominant de notre économie surfinanciarisée est toxique. Et structuré comme ça sous le dogme ou sous la religion qui est un petit peu en désuétude, celle de l'école de Chicago, de Milton Friedman, où le seul rôle d'une entreprise, c'est maximiser ses profits au détriment de l'environnement et le social. Et ça, on le voit, on rentre dans un mur d'aplomb. Ça ne marche pas. Mais en même temps, je pense que je ne suis pas un anarchiste, je suis un transformateur, l'idée de transformer. Mais aujourd'hui, c'est irresponsable, je pense, de ne pas essayer de songer comment faire des analyses et des choix d'investissement, des choix de prêt ou de consommation en regardant non pas seulement que le bilan financier, mais aussi le bilan d'impact des organisations et le bilan d'impact social environnemental. Et c'est là que c'est toute cette réflexion qui m'a mené en 2014 à quitter la dernière boîte que j'avais créée, qui s'appelle Engagement Labs, qui était aussi cotée en bourse sur le TSX et puis à New York, et où je contribuais à vendre plus de bébelles pour pas de raison significative.
Et j'ai réfléchi, puis je voulais moi, ce que je connais un peu, c'est la tech, puis ce qui me fascinait, c'est comment est-ce que je pouvais contribuer à transformer, être un élément, de façon humble, à contribuer à cette transformation, à l'accélération de cette transformation de ce que j'appelle l'économie surfinanciarisée toxique vers une économie qu'on appelle l'économie d'impact. C'est quoi une économie d'impact? C'est une économie où les acteurs économiques, autant corporatifs qu'individus, ont pu comme élément pour juger d'une organisation ou d'une organisation ou d'une entreprise que les éléments financiers, mais des bilans d'impact social environnemental qui sont sur la même base que les bilans financiers, universels, standardisés, comparables pour pouvoir comparer des pommes et des pommes. Et ça, le jour où on va être à ce stade, il va venir ce jour. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. De la même manière qu'Internet, tu te souviens, quand on vendait Internet, on disait aux gens qui dirigeaient la presse, par exemple, qui n'auront plus de presse papier, ils ne nous croyaient pas en 2000. Mais c'est ça. De la même manière que je croyais à l'époque qu'Internet va être partout, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs économiques devront considérer, prendre des analyses et des décisions, non pas aux égards simplement de la finance, mais aussi des impacts environnementaux et sociétaux. C'est ce que je pense. C'est formidable que tu aies eu après toutes ces années d'entrepreneuriat en techno. La tech, pour la tech, toi, tu as saturé avec ça. Tu t'es dit, faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Puis j'abonde dans ton sens. Tu sais. Puis moi, à l'époque, c'était Théo. C'est ma façon d'aller dans ce sens-là. C'est comment mettre en application la techno dans le transport. Toi, c'est avec les finances. Mais tu sais, je pense que c'est un bel exemple ici d'un entrepreneur qui se sert de son entreprise pour transformer une partie de ce qu'il voit dans la société. Je vois beaucoup de liens avec le rôle d'un artiste dans la société puis le rôle d'un entrepreneur. Tu sais, oui, mais oui, je pense que oui. Il y a vraiment un parallèle intéressant dans ce que tu fais. Bien, à l'époque, un artiste, puis toi, je sais que pour ceux qui connaissent Patrick, c'est un super chanteur-guitariste. Je pensais qu'on allait faire ça, un duo. Off topic! Ah oui, regarde, j'ai ma guitare. Oui, c'est ça. Mais quand j'étais dans le monde artistique, la réflexion, c'est qu'un artiste, son rôle dans la société est aider la société à accoucher d'elle-même. Mais l'entrepreneur, c'est aussi la même chose à quelque égard. Et pour revenir sur l'innovation, il y a beaucoup de nos dirigeants et de nos dirigeants d'associations ou de chambres de commerce qui disent l'innovation, il faut faire gaffe. C'est pas parce que c'est de l'innovation que c'est bon. Il faut se poser quelle est la fin? C'est quoi l'objectif de cette innovation? Et malheureusement, il y a des innovations qui ne sont pas souhaitables. Et je prends le monde de la finance. Malheureusement, la plupart des fintech aident à cette accélération de vitesse qui va nous faire entrer dans un mur. Pour moi, d'avoir de l'AI, de l'intelligence artificielle, qui aide à faire des hedge funds et mieux short-seller, c'est absolument scandaleux et ça devrait être illégal. Ça, c'est juste mon point de vue. Mais ça, c'est un exemple où c'est pas vrai que toute innovation, parce que c'est innovant, que c'est bon et c'est applicable et on devrait le déployer. Il faut se poser la question, à quoi ça sert? C'est tout à fait juste. Puis c'est une question fondamentale. Puis là, tu as commencé avec une couple d'hypothèses en 2016-2017. Oui. Puis la réalité est rentrée, comme je pense que tu n'avais pas de surprise là. Tu ne savais juste pas de quel côté elle allait rentrer, mais elle est rentrée, tu sais. Puis comme en tout bon entrepreneur, tu as fait du judo avec cette réalité-là. Puis là, aujourd'hui, tu es rendu à un positionnement dont tu vas nous parler. Mais parle-nous un peu des obstacles que tu as rencontrés. Oui. Hypothèse, obstacle, puis qu'est-ce qui t'a mené au positionnement que tu vas nous décrire dans quelques minutes? Oui, puis c'est intéressant parce que tout bon entrepreneur fait 1 ou 2 pivots dans sa start-up et ça prend toujours 5 ans avant d'établir une start-up. Il y a un chiffre magique. Nous, on est à notre 4e année, on voit
la lumière resplendissante qui grossit. Qui jaillit. Qui jaillit. C'est surtout la fin de 2020 a été une bonne année. Mais effectivement, donc au début, notre hypothèse, et puis ça reste l'hypothèse, elle dit comment est-ce qu'on peut, et la mission d'Impact, d'abord, ça c'est important, on a voulu tout faire différemment. C'est-à-dire Impact est une entreprise d'impact, c'est-à-dire que notre mission, ce n'est pas de maximiser nos profits, c'est pas ça. Notre mission, c'est d'avoir un impact, et notre impact qu'on s'est donné, comme la théorie du changement relatif à une entreprise d'impact, c'est de dire on va développer de la tech pour aider à rediriger le capital auprès de ces acteurs économiques qui intègrent, minimisent l'impact négatif environnemental et sociétal et essayent d'intégrer dans leur modèle d'affaires de la création d'externalités environnementales et sociétales positives. C'est ce que l'économie d'impact. Donc, c'est ça notre mission et ça n'a jamais changé. Mais au début, l'expression de cette mission, elle a changé, effectivement. Alors, au début, on s'est dit, la règle numéro 1, puis ça non plus, ça n'a pas changé, on dit d'abord, il faut identifier qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'impact et comment est-ce qu'on peut juger ou comment est-ce qu'on peut avoir le terme qu'on a défini, un bilan d'impact. Et on a fait beaucoup de recherches dès 2017 pour tomber sur ce que deviendra et ce qui est aujourd'hui de facto l'IFRS de l'impact. Et ça, je reviendrai sur le réveil de nos grands fonds de pension au Canada qui se sont réveillés la semaine passée sur l'importance d'un outil extra-financier comparable. Et ça, je reviendrai. Donc, la première chose qu'on a faite, on a choisi de dire, nous, on ne veut pas être comme le protocole IP, qui était fantastique parce que c'était un protocole ouvert, évolutif et consensuel. On cherchait dans le monde de l'impact quelque chose de similaire. Et on a eu la chance de tomber à la bonne époque où il y avait à l'époque l'Impact Management Project, qui est une OBNL basée à New York et à Londres, qui est le consensus de plusieurs organisations et de beaucoup de praticiens qui ont développé un framework pour dire quand on fait un bilan d'impact, voici les règles, voici la rigueur qu'on doit y mettre et on y travaille pour faire évoluer les trous là où il y a des trous. Et dès 2017, on a dit, nous, on va devenir signataires et on est devenus des contributeurs à cette plateforme qui est le protocole IP, si on veut, ou le IFRS de l'impact pour faire évoluer cette plateforme et toute notre tech a été développée sur ce protocole. Mais à l'époque, parallèlement, on dit, comment est-ce qu'on va rendre ça utile? L'idée, c'était de dire, on va développer une application mobile pour le consommateur parce que la pression pour changer la donne, pour faire en sorte que le consommateur puisse s'amuser à consommer de façon responsable et être récompensé, c'était pour nous la première stratégie en B2C, Business to Consumer. Et on a développé effectivement une place de marché, Impact Eco, où les petits moyennes entreprises pouvaient rentrer, remplir le questionnaire et on faisait une première qualification pour arriver à déterminer leur impact. Et s'ils passaient à un certain niveau, ils étaient visibles. Donc, un citoyen pouvait prendre et identifier sur le plateau le café zéro déchet ou l'assureur, etc., qui était d'impact. Lorsqu'il dépensait auprès de cette entreprise, l'idée, c'était de lui générer une monnaie virtuelle pour laquelle on a eu l'approbation de l'AMF qui s'appelle Impact Coin. Alors, tout ce projet-là, évidemment, a eu des défis majeurs de financement. Parce que je le dis souvent, depuis 25 ans, on le dit, le capital de risque pour des startups est quasi inexistant au Québec, au Canada. Et puis encore là, on va s'obstiner avec tous ceux qui disent en faire. Le capital est là, mais le risque de vraiment de startup qui est early stage est presque inexistant. C'est surtout des business angels qui nous aident. Et pour faire du B2C, ça prend 20, 30, 40 millions avant d'arriver à la masse critique qui va développer du revenu. La réalité, c'est ça. Donc, j'y allais quand même, on disait on va essayer, on va trouver le modèle d'affaires, mais on a eu beaucoup de défis, de levée de capitaux, etc., jusqu'au jour où on s'est fait approcher par une institution financière européenne et qui a dit nous, on est investisseurs professionnels, on a 250 entreprises dans notre portefeuille et on aimerait avoir le bilan d'impact année après année. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Semble-t-il, vous avez un processus qui est la première plateforme transparente universelle qui est l'IMP.
Puis on a fait comme, oui, bien sûr. Donc, on a fait un pivot il y a 24 mois et aujourd'hui, on est exclusivement en B2B et on est positionné comme la première agence de notation d'impact indépendante et on vise à devenir le Standard & Poor's de l'impact et avec des produits scoring, avec des ratings, avec des indices, avec de la data. Le même modèle qu'un Standard & Poor's ou qu'un Bloomberg, mais vraiment spécialisé dans l'impact. Donc ça a été le... Puis ça a été votre moment de grâce. Là. À partir de ce moment-là, on commence à développer d'autres clients. Fait que là, tu commences à répéter le modèle, right? C'est ça, exact. Et là, puis là, on commence à scaler. Fait que si je comprends bien, je pense que vous embauchez aussi là, pour monter les équipes, là, c'est ça? Et tu sais, c'est comme, je décris souvent une start-up, c'est comme une minière dans le monde, mettons, une aurifère qui dit dans ce territoire de 100 000 km, je pense qu'il y a des métaux précieux. Ouais, OK. Puis là, tu commences à driller. Non, pas là, non, pas là, non, pas là. Tu penses que c'est de l'or que tu vas trouver, puis hop, tu trouves du diamant. Mais il faut que tu changes ton modèle d'affaires. Mais tu as eu raison, il y avait des métaux précieux, mais tu changes ton modèle d'affaires, il faut que tu t'adaptes, etc. Et tu as les mêmes matériaux, mais tu changes ton pricing, ce n'est pas le même market, etc. Et effectivement, à cette époque-là, notre produit était encore pas productized, il n'était pas encore au niveau UX complètement fini. Donc, avec notre premier client, on a pu développer le UX, se rendre à la version 1.5, 2, etc., le back-end, etc., et formaliser, et qui fait aujourd'hui... on devient une des principaux contenders comme agence de notation extra-financière en Europe. Et pourquoi l'Europe? Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'était ma question. On n'a aucun client canadien. Ça, c'est assez important. Encore. Et puis ça, je reviendrai parce qu'on a 4-5 ans de retard au niveau de la finance puis au niveau de la finance responsable. Mais l'Europe est de l'avance. C'est eux qui ont inventé il y a 15 ans tout ce qu'on appelle le Sustainable Finance ou la finance verte, etc. Et ont mis des règles. Le régulateur a dit, si vous êtes une entreprise d'une certaine taille, vous devez faire des rapports extra-financiers. Extra-financier veut dire sur l'environnement et le social. Et ça a commencé il y a 10 ans, 15 ans, à s'auto-organiser avec des méthodes maison, certaines très mauvaises, certaines très bonnes. Puis ça a créé le momentum qu'on vit aujourd'hui et grâce à eux qu'on est capable d'aller plus loin. Et ça, il y a eu des règles qui font qu'il y a eu des premières agences de notation extra-financières avec des méthodes maison non transparentes, cependant, et incomplètes et pas parfaites, qui a permis la création de l'IMP. Mais l'Europe, aujourd'hui, augmente sa rigueur en termes de reporting et va vers le besoin et le problème que nous, on résout, qui est le besoin suivant, c'est le besoin d'avoir une méthode universelle, transparente et comparable, comme l'IFRS en finance, mais de l'impact. Et c'est vers là que les régulateurs au niveau européen, au niveau français, etc., poussent de plus en plus et il y a des règles d'obligation. Donc, ce qui fait que le marché financier, nos grands clients, c'est qui? C'est les banques qui font des prêts, ils ont des portfolios de prêts, des asset managers qui ont des investissements ou des investisseurs semi-passifs comme des ETF, des fonds négociés en bourse, ou des assureurs, ou des fonds de pension, ou des family office. Tous ceux-là, ils vont avoir besoin de nos services. C'est un marché énorme. Ah oui, on parle énorme. C'est explosif, quoi. Puis là, toi, ta clientèle en Europe, tu as un bassin énorme de clients d'Amérique du Nord. La crise frappe en mars 2020. Ça t'aide-tu? Écoute, écoute, on pourrait, comme tu pourrais écrire on aurait pu faire une série télévisée avec Théo, on aurait pu faire une série télévisée semaine après semaine de 4 saisons avec Impact. Tu sais comment c'est les affaires qui nous arrivent, on dit putain, s'il y avait eu un caméraman là, il n'y aurait pas cru, quoi. Je vais vous expliquer. On était en financement pour cette nouvelle version d'agence de notation. On venait on avait signé un term sheet avec un fonds, un petit fonds, et un des partenaires du fonds, c'est lui qui collait la shot, on n'a plus de nouvelles de lui quand on était sur un closing. Ça, c'était juste avant la pandémie, en janvier. On reçoit un appel de son assistante, il dit, je pense qu'il y a d'autres priorités. Une de ses filles est morte dans l'avion qui a été
qui s'est fait shooter en Iran. En Inde? Oh my God! J'ai dit, ah, putain. Bon, OK, on part. commence. Oh. On recommence, on retrouve un autre term sheet et on doit closer le 22 mars d'un asset manager important en France. Le 22 mars, oui. On devait closer le 22 mars. On était dans le légal, la valo, on finissait les bits and bytes. Je reçois un mail le 14 mars qui me dit essentiellement, bon, c'est génial ce que vous faites, mais compte tenu de la situation, tout est cancellé. Oui, merci. La pandémie. Bonsoir. La bourse, le 440 venait de tomber de 45 %. Lui, c'est un asset manager. Il était payé aux actifs sous gestion. Il venait de perdre 45 % de ses revenus en une journée. Il fallait qu'il congédie, il fallait qu'il... Donc, 15, j'avais les jambes sciées, encore une fois. Nous, on ne pouvait pas faire la paye. C'est ce qu'on appelle des facteurs exogènes. Un avion en Inde qui crash, puis un virus qui sort de la Chine. Puis quand je dis ça, je sors du bureau, j'ai pris la journée pour... Il faut toujours que tu l'apprennes, puis tu dis, OK, what's the plan? Puis tu te remontes un peu. On est habitué à recevoir des claques derrière la tête ou en face ou dans le dos. Je reviens le lendemain au bureau, on était le 15 mars. Je dis, oui, il y a une pandémie tout le temps. Au Québec, personne ne me croyait. Oui, c'est ça. Ben voyons donc, une pandémie. Jusqu'au 18 où tout le monde ferme, puis ils vont dire, ah oui, c'est une vraie pandémie. Mais nous, ça ne nous aide pas. On avait une paye à faire dans les 2 semaines, plus de cash. Fait que mode panique, je relève un bridge loan, un promissory note d'urgence. Et c'est là que toutes les choses, pendant 4 mois, ça a été le branle-pas de combat, la panique. Et Tima, qui est ma cofondatrice, qui est la directrice générale, a fait, écoute, puis c'est là que ça devient intéressant quand on parle qu'on voulait Impact être différent de toutes les manières. Ça fait 2 ans, nous, qu'on a mis en place une approche transversale de gestion de l'équipe. Il n'y a pas de... J'ai peut-être le titre, mais vraiment, je ne sais pas qui dirige, mais ce n'est pas moi. Non, mais vraiment, c'est une full transparence avec les risques que ça vient. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a au cash flow, qui est payé. Tout le monde sait tout sur tout. Et ça prend de l'éducation, puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça, c'est la réalité. Et la confiance, nous, on a 3 types de confiance. On a la confiance en soi, la confiance en l'autre, et on est digne de confiance de ce que la confiance de l'autre en nous. Donc, c'est ces 3 aspects de confiance qu'on veut mettre en place comme valeur et qui nous a tellement servi pendant la pandémie. On a dû faire travailler des gens dans une situation où on ne pouvait plus les payer de risque. Une chance que l'État canadien était là, ils ont fait des choses miraculeuses, mais on ne s'en serait jamais sorti sans ce qu'on appelle les irréductibles d'impact. C'est juste impossible. Qui sont là aujourd'hui encore et qui vont, faire partie de la phase de croissance. Alors, puis c'est fabuleux quand on a puis ils sont bons, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont dédiés, ils vont prendre ma place, je vais pouvoir enfin prendre ma semi-retraite. Tu ne prendras pas de retraite, Paul. mais une des choses qui est fabuleuse là-dedans, Patrick, que j'ai appris, qui pendant 4 mois, je me suis mis à me mettre au téléphone en Zoom. J'ai fait Zoom sur Zoom sur Zoom, comme toi. Et j'ai, première fois dans ma carrière, ce que j'étais convaincu, puis je suis un assez bon vendeur, je t'aurais convaincu que c'était impossible de lever du capital puis de signer des deals sans rencontrer les personnes live. Ben non. C'est possible, le paradigme a changé. Et vraiment, Absolument. Et aujourd'hui... tu vas être moins souvent dans l'avion, ce qui est très bien. Oui, bien, ça fait, je n'ai pas pris l'avion depuis le mois de mars, qui était... Dans l'avenir, ça va être probablement moins. Tu vas y penser avant de faire un voyage. Beaucoup moins, puis c'est beaucoup plus sain pour la santé, etc. Et on a fait pendant 4 mois une gestion de crise. On a livré notre client qu'on devrait livrer malgré la prise. On a tout travaillé en télétravail avec une productivité qui a à peine essoufflé pendant les premiers 10 jours après qu'il a repris son cours. Et aujourd'hui, la deuxième partie de la pandémie, on a commencé à recevoir des appels entrants parce que le phénomène de la pandémie a accéléré la prise de conscience de tous les clients qui disaient « Ouais, pas sûr, pas une priorité, pas une priorité. » Et c'est devenu un must.
Pour mieux gérer le risque, ils veulent de la qualité de data et puis pour mieux gérer les opportunités futures, ils veulent aussi de la qualité de data. On s'est positionné comme étant qualitatif et non quantitatif. Et je te dis, l'année finie 2020, l'année 2020, je vous le jure, finit en beauté. Avec plus d'employés que tu avais anticipé au début de l'année. Hein? Oui, on vit une grosse croissance. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé au mois de novembre. Mais c'est des grosses nouvelles qu'on va en parler plus au printemps. Mais on embauche 20 personnes qui rentrent le 11 janvier, 20 autres en avril et puis 20 autres en septembre. C'est super. C'est vraiment un autre exemple de résilience. Puis moi, je le dis souvent, hein, c'est une phrase de Mike Tyson qui m'a beaucoup inspiré. Everyone has a plan until they get punched in the face. Puis tu l'avais ton plan au début, il y a 4 ans, right? Tu l'avais ton plan. Mais je n'étais pas naïf quand même. Non, parce que c'est ta quatrième business. Mais je l'avoue que je l'ai trouvé tough, celle-là, parce qu'on avait des principes. Puis au début, tenir des principes, ben, tu dis non à de l'argent parfois. Oui. Et si on n'avait pas eu les Business Angels, les Michel Lauzeau, les Ange Québec, Ange Québec qui est vraiment, 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 c'est la gang d'Ange Québec et des individus comme Claude Chagnon, que je peux nommer, comme Peggy, et des anges aussi que j'ai en France. J'ai plus d'anges français et qui nous ont supportés. Mais sans les anges, aujourd'hui, les Business Angels, la communauté de start-up serait bien mal placée. Puis absolument. Toi aussi, tu es un investisseur. Moi aussi, je suis un ange dans quatre sociétés. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de créer des future unicorns. Donc, aujourd'hui, je suis financé que par des Business Angels bien financés. Et 2021, bien là, on vient de changer la donne, on passe en mode croissance et les VC vont devoir payer juste 50 plus cher que le pre-money value de 2021. 2020, c'est ça. Puis, tu sais, si tu as à te projeter dans le temps, là, dans 5 ans, c'est quoi? Où est-ce que dans 5 ans, où est-ce que la business va être dans 5 ans? Écoute, la business, c'est un peu comme ton précédent. Tu sais, les entrepreneurs, on n'est pas là on est là pour la pérennité puis de faire marcher un projet, c'est de voir la machine marcher. Mais au-delà de ça, moi, personnellement, ce que je souhaite, c'est que dans 5 ans, ça soit la norme pour les États, pour les villes, de taxer, d'imposer, de faire des choix d'acquisition de supply chain, non pas basés sur simplement la finance, mais l'environnement et le social. Et ce qui me fait halluciner, c'est que les États, les dirigeants en parlent, mais arrêtez d'en parler, faites-le. Donc, ce que je rêve, moi, dans 5 ans, c'est que le Canada se soit enlevé les 2 doigts dans le nez et connaisse qu'il faut exiger de toute organisation, petite et grande, et que non plus seulement qu'un bilan financier, mais un bilan d'impact selon les règles de l'art. Des règles de transparence, de comparabilité, et ça existe aujourd'hui. Dites-moi pas que ce n'est pas possible. En lien avec le langage commun, qui sont les 17 objectifs du développement durable, qui est le plus grand beau business plan et opportunité pour toutes les nouvelles startups de la planète. C'est ce que je pense. C'est mon rêve. Et puis nous, comme Impact, bien, on veut être juste une des 2, 3 plus grandes agences de notation d'impact au monde qui va vivre sa vie comme un peu les Standard & Poor's de ce monde. C'est ce que j'aime. Bravo. Je te souhaite d'être heureux dans cette nouvelle phase de croissance, parce que la croissance, c'est le fun, mais ça vit aussi avec son lot de complexité, parce que là, tu changes tes processus. Là, on n'aura pas le temps d'en parler parce qu'il est 3 heures, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre entretien en 2021, c'est de gérer la croissance. Mais c'est le fun aussi. Oui, mais c'est ça. Mais quand de mon côté, on l'a déjà vécu ensemble, puis on était jeunes et naïfs à l'époque. On s'est préparé, ça fait 4 mois qu'on prépare au scale-up, à l'opération, à livrer. Le fameux « get the order, we'll see after », comme je leur dis, on est dans le « we'll see after » maintenant. Là. On est dans le « we'll see after ». Là. Bravo. Bravo. Mais Pat, bonne chance et puis on va se recroiser, mais merci pour ce que tu as fait pour Bonjour Startup Montréal. Écoute, on ne pouvait pas. Ça va être difficile de te remplacer et remplir tes souliers. Bien, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, fait qu'on va faire l'annonce en janvier. Paul, je te remercie.
Merci d'avoir été avec nous et d'avoir inspiré d'autres entrepreneurs. Donc, je te souhaite une super année 2021, puis je te dis à bientôt. Je vais Bon, ben faire le mot de la génial. fin. Ciao. Génial. Merci, salut. Ciao, Paul. Bye bye. Alors, petit mot de la fin pour tout le monde. Il est 15 heures, mercredi 9 décembre. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Soyez entrés dans les fêtes avec sérénité. Ça a été une année complexe, étonnante parfois, difficile souvent. Et moi, pour ma part, je vous dis salut. Je vous dis que c'est pas un adieu, c'est un au revoir, c'est une prochaine. Il y a quelqu'un qui va me remplacer dans ce rôle. On va faire l'annonce en janvier et on va reprendre le 3 février, à noter. Donc, dans une nouvelle formule, une formule ajustée. Ce webinaire a été démarré, comme je vous l'indiquais, au début de la pandémie, un peu de façon brouillonne, mais vraiment toujours dans l'authenticité, dans le but de faire intervenir des entrepreneurs durant cette crise pour en inspirer d'autres. Je vous souhaite donc à tous une bonne fin d'année, puis en l'espérant, une année 2021 qui va être pleine d'enthousiasme, d'espoir, de croissance pour tous. Alors, je vous salue et je vous dis bonne fin d'année 2020. Au revoir.